Donc voilà, effectivement, l'actualité toute proche nous montre que le plan de gestion de l'eau vient d'être approuvé par sa 3e lecture au gouvernement la semaine passée. Et donc, ce que je souhaite m'employer ici, c'est de vous présenter vraiment l'intersection entre ce que ce plan de gestion porte et les interventions urbanistiques. Donc voilà, je ne vais pas le passer en revue de façon exhaustive, mais malgré tout, tout ce que je vais présenter révèle l'esprit dans lequel le plan de gestion a été écrit et les différents éléments qui le constituent, mais en particulier donc avec l'intersection des interventions de l'urbanisme, parce que, et alors le sujet central sur lequel nous allons travailler, c'est la gestion des eaux pluviales, parce qu'en fait, dans le plan de gestion, d'autres types d'eau sont traités, bien entendu, les eaux usées, les eaux de consommation, les eaux souterraines, etc., les cours d'eau, mais tous ces éléments-là sont pris en charge par des acteurs de l'eau bien spécifiques. Et donc c'est vraiment à proprement parler les eaux pluviales et les eaux de ruissellement qui sont l'élément qui est dispersé sur tout le territoire et qui est donc à prendre en charge, et il reste beaucoup à faire, et on verra pourquoi, par l'ensemble du territoire et par tout un chacun. Et alors, j'aurais un tout petit dernier avertissement, c'est que vous ayez à l'esprit que toute cette présentation va probablement vous soulever un certain nombre de questions. On aura l'occasion, sans doute, je l'espère, de répondre à une partie au moment du débat. Mais ayez à l'esprit que nous allons bientôt avoir la chance de bénéficier d'un facilitateur eau et que donc, dans sa mission, au-delà de pouvoir répondre à vos questions techniques précises que vous rencontrerez dans vos métiers, on peut aussi organiser des petits workshops sur demande de techniciens ou plusieurs collègues se rendent compte qu'ils ont des freins ou des blocages. On peut très bien envisager que des sujets techniques plus pointus soient traités à la demande grâce à notre facilitateur eau qui rassemble donc plusieurs experts de différents sujets qui traitent à la gestion des eaux pluviales. Donc, focus sur cette gestion décentralisée des eaux pluviales. Et donc, on va tout de suite lever le voile sur ce dont il s'agit. Et puis, on entrera plus loin dans le sujet. Donc, en fait, les habitudes constructives nous ont toujours mené à gérer les surfaces imperméables qui reçoivent les eaux de pluie en conduisant ces eaux de ruissellement vers le réseau existant le plus proche, c'est-à-dire la plupart du temps ou généralement le réseau d'égouts. Mais ce n'est vraiment pas opportun, nous verrons en détail pourquoi dans la suite de l'exposé. Et en fait, la gestion intégrée des eaux pluviales vise plutôt à favoriser la mise en place de dispositifs qui vont permettre d'accueillir l'eau là où elle tombe. Par exemple, sur des surfaces imperméabilisées comme les toitures, en installant des toitures vertes. Ou encore en maintenant, même au niveau des alentours du bassin, des zones perméables qui vont donc permettre de gérer cette eau immédiatement là où elle tombe. Ou encore, si ça doit être juste à l'aval d'une zone imperméabilisée, c'est aussi prendre cette gestion, cette eau de pluie en charge au plus proche de la zone imperméable impactante. Alors, l'objectif final, mais qui n'est pas toujours possible à atteindre, c'est de se déconnecter du réseau d'égouttage et d'envoyer les eaux de ruissellement et les eaux de pluie, de les renvoyer au milieu naturel. Alors, maintenant qu'on a une meilleure idée de ce concept de gestion intégrée des eaux pluviales, que ce soit en image avec ce jardin de pluie qui recueille les eaux de ruissellement de la surface imperméabilisée en amont pour l'infiltrer au niveau d'un massif planté, par exemple, ou alors on a aussi mieux compris ce concept sur la manière dont on peut le mettre en œuvre, c'est-à-dire en maintenant des surfaces imperméables ou en intégrant l'eau dans le paysage et le tissu urbain. Ça, c'est vraiment l'élément central de cette gestion, c'est l'intégration au paysage ou au tissu urbain qui mène alors à la possibilité de sortir les eaux claires du réseau d'égouttage.
Mais il y a pas mal de synonymes à ce concept. Hein. On parle de gestion intégrée, comme je le fais depuis le début, mais on parle aussi de gestion décentralisée, de gestion à la source, hein, puisque c'est l'idée de la prendre en charge là où elle tombe, de gestion alternative des eaux pluviales, qui est un mot un peu plus très utilisé en France, mais un peu plus controversé, parce que ça pourrait laisser sous-entendre que ça restera toujours une solution de seconde zone et que ça ne deviendra jamais le mainstream. Alors, vous verrez que tout doucement, en région bruxelloise, on appelle ça maintenant le maillage pluie, qui est une façon de bien rendre compte que c'est tout un réseau qui peut se mettre en place pour la prise en charge de la gestion des eaux de pluie. Mais il a été aussi souvent question des nouvelles rivières urbaines, qui était un terme qui a émergé lors de la thèse de doctorat d'une architecte dans les années 90, et qui est un terme qui est beaucoup resté aussi dans le milieu associatif, et qui recouvre en fait vraiment le même concept. Alors pourquoi est-ce que c'est plutôt le terme maillage pluie ou le nouvelles rivières urbaines? C'est vrai que ce terme de nouvelles rivières urbaines provoque peut-être auprès des citoyens une attente de voir un écoulement d'eau permanent, ce qui n'est pas le cas de ce type de dispositif. Voilà, enfin c'était juste pour que quand vous entendez parler de l'un ou l'autre, vous sachiez que ça recouvre les mêmes principes. Alors ce type de gestion s'applique évidemment très bien à la parcelle, c'est-à-dire au bâti et à la zone privée qui l'entoure. Hein. On a ici un exemple parmi une quantité incroyable d'agencements différents de cette gestion des eaux pluviales. Hein. Ici, on voit qu'à l'arrière du bâtiment, les eaux de toiture sont récoltées dans une citerne. La citerne peut déborder, par exemple, dans une mare qui s'insère au jardin. Et un nouveau débordement peut, par exemple, mener vers un bassin qui serait dans un intérieur d'îlot, par exemple, ou un élément plus commun. Et même si, par exemple, l'avant de la maison ne peut être géré à la parcelle et doit être reconduite à l'égout. Donc ça offre une quantité de possibilités et de solutions extrêmement adaptables, et surtout pour respecter chaque élément auquel on est confronté. Mais ça s'applique aussi aux espaces publics, et c'est peut-être ça qui est un petit peu plus aventurier pour Bruxelles, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience là-dessus au sein de la région bruxelloise. C'est le fait que, voilà, on peut intégrer les eaux pluviales, même celles qui ont ruisselé, sur des éléments de l'espace public, hein, des parcs, des trottoirs, des pistes cyclables, mais même des voiries. Ça se fait dans beaucoup d'autres pays. Et donc on a ici, voilà, deux exemples où on peut observer que le ruissellement de l'eau, je vais essayer de ne pas... Voilà, que même à partir du bâti qui semble très bien pris en charge, l'eau des éléments publics ruisselle vers une moue par exemple, même un espace de sport comme un terrain de basket peut servir de zone inondable, hein, une espèce de bassin d'orage à ciel ouvert, considérant que quand il pleut, peu de gens se risquent à taper la balle au sol, une tranchée, etc. Voilà. Ici, un autre exemple avec encore un assez classique bassin d'orage enterré, enfin plutôt celui-ci, mais vu les dimensions, c'est sans doute les deux, et partant de plus fortes pluies que ce que ce bassin d'orage ne peut prendre en charge, on peut envisager un débordement dans un espace aménagé pour, sous les espaces utilitaires de la ville, avec par exemple des éléments en gravier, en sable, etc., qui ont un vide suffisant en interstice pour pouvoir accueillir l'eau et créer des zones de rétention. Alors, avoir aussi à l'esprit que ce type de gestion de l'eau prend assez bien en charge la qualité des eaux. Donc, quand on sait qu'une eau pluviale ruisselle sur des surfaces qui sont probablement polluées ou potentiellement polluées, ce type d'aménagement permet d'intégrer la notion d'épuration, notamment ici, c'est une place à Berlin, hein, la Potsdamer Platz, pour ceux qui connaissent, où voilà, il y a un réseau assez complexe de collecte des eaux, notamment de toitures, mais aussi de voiries, qui sont d'abord stockées dans des éléments enterrés et puis repompées, c'est un peu complexe malgré tout, au niveau d'un bassin à ciel ouvert, profitable pour les promeneurs. Et il y a toute une bordure en filtre planté, donc ce sont des plantes qui prennent racine dans des éléments gravier, sol, sable, et au niveau des systèmes racinaires, il y a un travail épuratoire qui est d'excellente qualité.
Alors, maintenant qu'on connaît bien notre acteur, qu'on connaît mieux notre acteur principal, je vous propose de planter tout le décor qu'il y a autour. Et voilà, je me suis permis de faire un peu des pas japonais, donc laissez-vous guider plutôt que de faire une table des matières un peu trop stricte. On va bien sûr d'abord aborder l'historique et le contexte très spécifique à la région bruxelloise, pour voir les constats qu'on en a tirés, les prises de conscience successives qui ont mené au plan à des programmes d'action comme le maillage pluie ou le maillage bleu. Je vous montrerai une série d'exemples qui ont été mis à l'œuvre, notamment à l'étranger. Et puis on refera un petit dézoom sur le plan de gestion de l'eau et puis un passage sur la réglementation actuelle dans ces matières. Alors, ceux qui m'ont déjà de temps en temps entendu doivent en avoir vraiment marre que je parle du cycle de l'eau, mais je suis désolée, je trouve ça extrêmement important qu'on se rappelle qu'à travers le cycle naturel, il y a une série d'équilibres qui se jouent et que, voilà, en tant qu'aménageur du territoire, on a la possibilité de veiller à maintenir ces équilibres. Je m'explique. Donc, c'est au niveau de la quantité qui est plu, au niveau de la pluie, que s'équilibrent alors les niveaux d'eau dans les cours d'eau, dans les étangs, au niveau des zones marécageuses, la quantité d'humidité qui est retenue dans les premières couches du sol, voire bien entendu le retour à la nappe phréatique qui n'est malheureusement pas dessiné ici. Voilà, tout cet équilibre entre les différentes masses d'eau est en fait géré par le cycle naturel de l'eau, qu'en France on appelle souvent le grand cycle de l'eau. Un petit point aussi pour rappeler qu'à la surface du globe, 97% des eaux sont stockées dans les océans, donc ce sont des eaux salées qui ne sont pas disponibles pour les usages humains ni pour la vie terrestre. Et 2% restants sont stockés au niveau des glaciers, c'est notre réserve d'eau potable la plus précieuse, parce que moins d'1% est représenté par tout ce qui reste, la pluie, la vapeur d'eau, les lacs, les rivières, enfin bref, tout le reste c'est moins de 2%. Et donc, je souhaite juste passer le sujet du réchauffement climatique qui, évidemment, dont le premier vecteur de manifestation va être au niveau de l'eau. Et donc déjà, par exemple, la fonte des glaciers qui souvent se fait directement dans les océans, perte sèche, si j'ose dire, d'eau claire vers de l'eau salée, avec un ruissellement en général assez rapide, voire immédiat de l'un à l'autre. Et donc tout cet équilibre des eaux non salées, disponibles pour la vie, voilà, c'est ici au niveau des bassins versants et voilà, dépendant de la pluie et de la façon dont on gère la pluie que ça se joue. Alors, à côté de ce petit cycle de l'eau, de ce grand cycle de l'eau, pardon, j'évoque toujours le petit cycle de l'eau, ou le cycle anthropique, c'est-à-dire que dès l'instant où voilà, une ville se construit, il y a lieu d'installer un certain nombre d'aménagements pour distribuer l'eau. Et voilà, on a ici le prélèvement d'eau dans le milieu naturel, que ce soit un cours d'eau ou les nappes, qui sont traitées pour être potabilisées, qui sont stockées. Cette eau de consommation doit être distribuée à chaque habitat. Et puis une fois que cette eau est consommée, elle devient une eau usée que l'on traite avant de la rejeter au milieu naturel, chez nous, la Seine. Alors, il est tout à fait normal que tout ce réseau, qui est extrêmement précieux et auquel on attache beaucoup d'attention, notamment en matière de potabilisation et puis en matière de traitement, soit géré dans des tuyaux qu'on veut le plus étanches possible, évidemment, pour ne pas gaspiller la ressource que l'on a traitée, ni risquer de contaminer les sols avec des eaux usées voilà, qui fouilleraient du réseau d'égouttage. Donc, ce cycle anthropique de l'eau est bien évidemment canalisé et surveillé de près. Alors, malheureusement, ou de façon tout à fait normale dans l'évolution de l'urbanisation, il y a une assimilation du grand cycle de l'eau sur le petit. Donc, quand on se retrouve avec des surfaces imperméabilisées comme les maisons et tous les équipements, les eaux de ruissellement sont conduites tout naturellement vers le tuyau le plus proche. Comment s'en débarrasser ? Je me branche à ce que je trouve au tuyau le plus proche. Ma souris a disparu. Et du coup, on assimile en fait le grand cycle de l'eau au petit. Et on essaie de faire entrer
des quantités d'eau indues dans des tuyaux dont ce n'est pas le rôle au départ. Voilà, mais ça c'est ce qui se passe au niveau de toutes les villes et toutes les urbanisations démarrent et fonctionnent de cette manière-là. Le tout maintenant c'est de changer la tendance et ce n'est forcément pas facile de faire changer les habitudes. Notamment, cette intégration des deux cycles a un coût très très élevé, puisque le coût de maintenance du réseau d'égouttage est très très important, et le fait d'y faire entrer les eaux pluviales abîme énormément le réseau. Il y a des pompages qui se font, etc. Au niveau énergétique. C'est vraiment une prise en charge qui est néfaste et extrêmement coûteuse. Et en région bruxelloise, malheureusement, cette assimilation va jusqu'au cours d'eau et au réseau hydrographique naturel. C'est-à-dire qu'au moment où on a mis sous pertuis et canalisé même les cours d'eau, parce qu'ils servaient, quand la ville a commencé, ils servaient de lieu d'exutoire pour les eaux usées des habitations, et au fur et à mesure que ça devenait intenable et que les mesures hygiénistes se sont mises en place, on a décidé, en toute logique, de couvrir ces cours d'eau. Et puis quand les égouts se sont construits, ils ont fini par faire partie du réseau d'égouttage et à être déviés vers les égouts. Donc voilà, malheureusement à Bruxelles, le contexte est très très fort à ce point de vue-là, puisqu'ici on a le pertuis de la Seine par exemple. Alors, toujours dans cet historique de la construction de Bruxelles et donc des différents éléments de contexte avec lesquels on est bien obligé de fonctionner aujourd'hui, c'est son imperméabilisation. Beaucoup connaissent cette cartographie évolutive des années 50 jusque dans nos années 2000, avec non seulement l'extension des zones imperméabilisées, mais aussi la densification. Ici, au cœur de Bruxelles, on voit qu'on est dans des coloris qui s'approchent des 100% de taux d'imperméabilisation. Et voilà, c'est surtout l'étendue aussi qui est particulièrement forte. Donc, on verra plus loin les conséquences que ça a. Au niveau des chiffres, on passe de 27% de taux d'imperméabilisation dans les années 50 à 47% aujourd'hui. Je me permets de dire aujourd'hui parce que récemment, en 2014, il y a une autre analyse cartographique qui a permis de montrer que les chiffres n'évoluent pas trop ces derniers temps. Mais peut-être que ça vaudrait la peine il faut chaque fois réemployer les mêmes méthodologies pour évaluer ce genre de choses. Donc, c'est pas toujours très facile de montrer une évolution franche. Alors, une amplification très forte de ce phénomène d'imperméabilisation, c'est la topographie de Bruxelles. Bruxelles n'est pas une ville plane, et donc tout phénomène de ruissellement est amplifié en vitesse et en concentration dans les fonds de vallée de façon assez violente, évidemment. Et donc voilà, la gestion des eaux pluviales doit absolument tenir compte de ce critère assez important à Bruxelles. On reconnaît ici en bas toute la zone de la forêt de Soignes, qui est la zone la plus haute de Bruxelles. Et puis on a la plaine alluviale de la Seine ici, la vallée de la Woluwe, la vallée du Malbeek, les vallées ucloises avec le Goletzbeek et le Linkebeek, le Vogelzangbeek, le Neerpiedebeek et le Molenbeek qui est ici en haut. Et donc, voilà, ce fameux réseau hydrographique, lui, qu'advient-il puisqu'il est en fond de vallée et effectivement, toutes les eaux de ruissellement, normalement, ils sont guidés, en tout cas, par le relief naturel. Mais malheureusement, lui aussi subit au cours du temps et de l'urbanisation un morcellement absolument incroyable, un assèchement des marais, une disparition des étangs, suite notamment à ce que j'ai expliqué précédemment, c'est-à-dire au voûtement et à la déviation des cours d'eau vers le réseau d'égouttage. Donc on se retrouve avec un réseau hydrographique extrêmement morcelé. Alors, revenons brièvement aux égouts. Si les eaux ne peuvent pas être guidées, ou en tout cas de façon compliquée, vers le réseau hydrographique, puisqu'ils commencent à disparaître ou à être de toute façon abondamment assimilés au réseau d'égouttage, mais qu'en est-il de ce réseau d'égouttage? Est-il capable de faire face à cette quantité d'eau ruisselée à Bruxelles? Eh bien, malheureusement, non. À la fois parce que c'est un réseau assez ancien, qui a commencé au début du 19e siècle à être construit, conçu, et donc sur les 1900 km de réseau d'égouttage, on considère qu'il y a un quart de son métré qui doit être rénové de façon vraiment très urgente. Donc il y a une campagne de rénovation qui est à court depuis quelques années, qui vise à rénover 25 km d'égouts par an
pour un montant d'environ 75 millions par an. Donc on est quasiment à 3 000 € le mètre de rénovation d'égouts en ville dense. Et c'est un réseau d'égouttage qui a été conçu à une époque où la ville n'était évidemment pas imperméabilisée de cette façon, donc il n'est pas destiné à faire face à une telle quantité d'eau claire. Donc pour le moment, il y a bien sûr aussi des éléments qui visent à y remédier avec certains bassins d'orage enterrés qui sont construits, etc., pour augmenter sa capacité à faire face à ces eaux de ruissellement. Mais voilà, on verra plus loin que ça a ses limites aussi, bien entendu.